Oui, je propose de démarrer notre séance qui concerne les données de santé, vaste sujet. On va y revenir. Pour l'instant, selon la coutume, je vais passer la parole à notre secrétaire général qui a quelques informations à nous donner, dont une information, j'en suis désolé, particulièrement triste. Oui, donc nous avons appris le décès de Claude Dumurgier. Claude Dumurgier, qui était membre de notre académie, qui était encore présent il y a quelques semaines. L'enterrement aura lieu demain dans l'intimité familiale et une cérémonie est organisée vendredi à 11h30 à la salle des Colonnes aux Invalides. Jacques Beaulieu, que nous avons joint, qui était un de ses grands amis, ne peut pas être présent ni en visio, puisqu'il est en train de se rendre sur Paris. Il interviendra vendredi à 11h30 et il est très vraisemblable que nous ferons un éloge de Claude Dumurgier à moyen terme, compte tenu de l'importance de son activité urologique, militaire et puis vers les pays francophones. Claude Dumurgier était commandeur de la Légion d'honneur, ce qui traduit un peu la multiplicité de ses facettes. Alors, je vais quand même dire quelques mots pour que nous puissions dès aujourd'hui lui rendre un hommage. Il était donc chirurgien militaire, général des armées, commandeur de la Légion d'honneur. Et à l'âge de la retraite, il a dédié toute son activité à la chirurgie humanitaire et à l'enseignement également de la chirurgie, ce qui l'a conduit à être sur tous les terrains et du monde, particulièrement du monde de la francophonie, soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, mais également, on le sait, et il le faisait avec Jacques Beaulieu, une action très significative au Cambodge, dans des circonstances, vous l'imaginez, qui étaient difficiles, puisque c'était le moment où tout était à reconstruire là-bas. Alors, nous n'avons pas prévu de faire particulièrement un discours aujourd'hui, simplement par le biais de la FASULF, qui est la Fédération des associations et sociétés d'urologie de langue française, que nous avions créée il y a presque 15 ans, et où Claude Dumurgier s'est très fréquemment exprimé. Par le biais de ces associations, des informations ont été échangées. Je voudrais juste citer, je l'ai marqué là, des messages de condoléances qui sont venus du Burkina Faso, du professeur Ouattara, de Mauritanie, de Bessalem, Bella Nafi d'Algérie, Churaki du Maroc, Niang et nos amis sénégalais Seringen Gueye du Sénégal, du Liban et bien évidemment du Cambodge. Et puis de France sont venus des messages de soutien. Vous pouvez imaginer les gens qui l'ont vraiment beaucoup approché, ne serait-ce que par le biais de la FASULF, qui n'avait pas qu'une activité humanitaire. Et là, je vais citer Antoine Fex, qui est actuellement le secrétaire général de la FASULF. Alors, tous urologues, hein, Béatrice Cusin, Vincent Delmas, qui ne peut pas être là aujourd'hui, Alain Houlgat, qui avait pris d'une certaine façon la suite au Val-de-Grâce, suite tardive de Dumurgier, de Claude Dumurgier, et puis Georges Fournier, qui était le dernier président de la FU. Donc là, ça pour la communauté urologique que je représente un peu aujourd'hui, puisqu'il était au départ chirurgien viscéral, mais il a développé beaucoup d'urologie, en particulier du bas appareil, puisqu'il s'occupait beaucoup, comme vous le savez, des fistules, en particulier en Afrique, mais également de l'urologie qu'il enseignait au Cambodge. Voilà, quelques mots que je voulais dire, et je vous propose de nous lever et d'observer une minute de silence, car il était dans une carrière magnifique et méritée. Il avait un grand esprit humanitaire. Alors, pardon, oui, c'est le compte-rendu de la séance précédente. La séance du 22 février dernier était consacrée à l'évolution de la prise en charge des lésions du plexus brachial et des lésions médulaires, modérées par Michel Merle et Alain Gilbert. Michel Merle et Jacques Borelli devinrent à long terme une série de 104 cas de syndrome neurogénique
du défilé cervico-thoraco-axillaire sans ablation de la première côte. Les patients ont été opérés et publiés en 2014. 91 ont été réévalués en 2022. Le double abord cervical susclaviculaire et deltopectoral sous-claviculaire est privilégié. L'intervention sur le scalène moyen et le ligament coraco-claviculaire a permis la disparition des douleurs, dysesthésie et paresthésie dans 70% des cas, ou leur atténuation dans 25%. Des résultats qui se maintiennent dans le temps. C'est la valeur de l'examen clinique pour un geste qui est uniquement sus et sous-claviculaire. Philippe Valenti, chirurgie du défilé cervico-thoracique et dysfonctionnement de l'épaule. 8 muscles stabilisent l'articulation gléno-humérale et 6 l'articulation scapulo-thoracique. Un déséquilibre provoque conflit et douleur. Une analyse précise et une kinésithérapie adaptée sont nécessaires. Une analyse préopératoire spécifique permet de réduire les mauvais résultats post-opératoires. Alain Gilbert, utilisation de la racine C7 contralatérale dans la chirurgie du plexus brachial. Introduite en 1992, cette technique a été utilisée chez 40 patients, dont 22 enfants, avec suture directe, sauf chez les nourrissons, sans paralysie post-opératoire à 3 mois. Il s'agit d'une technique à maîtriser. Bruno Battiston, de Turin, les transferts nerveux dans la tétraplégie. Pour 12 000 patients jeunes chaque année aux États-Unis, les transferts tendineux constituent une technique fiable. Les transferts nerveux associés permettent de recruter d'autres muscles utilisables sans couper les ponts pour plus tard. Intervenir dans les 6 à 12 mois après le traumatisme. Jörg Baum, d'Aix-la-Chapelle, transfert nerveux aux membres supérieurs dans l'arthrogrypose et la myélite transverse. Les transferts nerveux chez 20 enfants ont permis la flexion active du coude et l'équilibre rotationnel de l'épaule. Des résultats fonctionnels qui sont essentiels chez les enfants. Je vous remercie. Merci.